Eh ben, c'est parti. Donc aujourd'hui, on reçoit Gaël Châtelain-Berry et Alexandra Didry pour un sujet autour du télétravail. Donc on a appelé télétravail ou travail confiné, qui est un peu la question du jour. Je vais vous laisser vous présenter. Donc Alexandra. Oui, bonjour à tous. J'espère que le son fonctionne. Moi, je suis Alexandra Didry, donc je suis docteur en psychologie et je suis aussi responsable du service de recherche et développement chez Performance, qui est une entreprise basée à Nantes et aussi à Paris qui est spécialisée dans l'évaluation et le développement des compétences et des ressources. Voilà. Super. Gaël. Et donc, moi, je suis Gaël Châtelain-Berry, je suis écrivain, conférencier et chroniqueur pour LCI, la chaîne Info et le magazine Psychologie, et spécialisé sur le bien-être au travail, le management, ce genre de choses, le management par la bienveillance, beaucoup. Super. Alors, pour introduire le sujet, on a vu tourner un certain nombre d'enquêtes, de résultats liés au confinement, au télétravail. On a nous-mêmes, au niveau de Mayer Ashline, réalisé une étude. On va pas commenter l'ensemble des résultats, mais il y a quelques données qui peuvent être intéressantes. Déjà une donnée de base, qui est de dire que le télétravail, c'est une nouveauté pour environ un salarié sur deux. Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a à peu près 12% des salariés qui pratiquaient avant le confinement le télétravail de façon très, très courante et habituelle, et puis 40% qui l'avaient pratiqué de façon plus ou moins occasionnelle, c'est-à-dire quelques jours par mois. La tendance par rapport au télétravail est assez équilibrée entre les personnes qui disent apprécier ce mode de fonctionnement et ceux qui sont plutôt réservés, plutôt, on va dire, plutôt contre ou qui ne sont pas à l'aise dans ce mode de travail. Est-ce que Gaël, toi, tu as vu des chiffres particuliers circuler qui t'ont interpellé? Écoute, moi, je parle toujours de cette même étude, mais il y a eu des chiffres à jour et le chiffre est un peu plus inquiétant encore cette semaine. La semaine dernière, c'était 44% des salariés en confinement qui montraient des signes. Alors, je parle sous le contrôle d'Alexandra pour utiliser le bon terme, mais des signes de dépression ou des signes avant-coureurs de dépression. Et il y a eu une mise à jour de l'étude ce matin et ce pourcentage est passé à 47%. Moi, très honnêtement, le chiffre m'étonne. Je le trouve. Déjà, le mot dépression est quand même très très fort et le chiffre est très très élevé. Donc, moi, c'est ça que je retiens en ce moment. C'est de quelle source, Oui, cette étude? Opinionway. C'est celle dont je t'ai parlé la semaine dernière. Alors, tout dépend de ce qu'on n'a pas par contre, c'est quelle question a été posée. Oui, non, on n'a pas le détail, mais on n'a pas le détail de la question. J'ai envoyé un mail pour essayer d'avoir le questionnaire, mais la source c'est Opinionway, oui. Et je peux même vous dire, je t'avais dit, c'était pour Empreinte humaine. Je vais te dire ça je regarde et je vous dis ça dans une minute. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Alexandra? Oui, effectivement, en fait, le mot, c'est plutôt détresse psychologique. C'est 44%, c'est un petit peu monté, montrer des signaux de détresse psychologique. J'ai essayé aussi d'avoir les informations, puisque c'est un terme qui est assez vaste et qui peut comprendre des signaux minimes de stress ressenti jusqu'à des signaux beaucoup plus importants de dépression ou d'angoisse. Donc, c'est assez large. Donc, parmi ce chiffre qui semble important, effectivement, il faudrait faire la part des choses par rapport à l'intensité de cette détresse psychologique, mais je trouve que c'est quand même un chiffre qui est à prendre en considération. Peut-être on en reparlera, tout ce qui tourne autour de la santé mentale. Ok. Alors justement, pour rebondir par rapport à ça, Alexandra, est-ce qu'il y a un profil psychologique type pour être quelque part un bon télétravailleur? Alors oui, enfin, avant cette situation, puisqu'en fait, il n'y a pas d'études encore sur qu'est-ce qu'un bon télétravailleur à l'ère du coronavirus, mais en tout cas,
les recherches précédentes avaient montré effectivement certaines caractéristiques de personnalité ou de compétences qui permettaient aux télétravailleurs d'être plus efficaces et d'avoir un niveau de bien-être acceptable. Et donc, sur ces caractéristiques, j'en avais retenu 3 qui étaient effectivement plutôt prédictives d'une certaine efficacité. C'était le premier qui sont évidents, c'est l'autonomie, c'est-à-dire le télétravailleur qui est bien chez lui au travail, c'est quelqu'un qui est autonome dans ses tâches et qui n'a pas besoin d'une supervision constante. Le deuxième est plutôt lié à la régulation des émotions ou à la gestion du stress, pour dire les choses plus simplement, c'est-à-dire une capacité à rebondir, à faire face à une difficulté, à un stress et à activer les ressources nécessaires pour gérer cette difficulté. Donc c'est effectivement la stabilité émotionnelle qui est intéressante. Et puis le troisième est plutôt de l'ordre de l'autorégulation dans ses tâches, c'est-à-dire une capacité à faire preuve d'autodiscipline et à savoir globalement qu'est-ce que j'ai à faire, comment je vais mettre en œuvre mes objectifs, comment je vais les vérifier, et donc une capacité à s'auto-gérer d'une certaine manière. Donc en résumé, on est quand même plutôt sur des facteurs d'autorégulation émotionnelle et cognitive et d'autonomie. Maintenant, là, il s'agit d'éléments dans une situation dite normale, précède cette situation de confinement. D'accord. Et dans cette situation de crise, est-ce qu'il y a des profils qui vont mieux s'en sortir que d'autres? Oui, c'est pas évident à répondre puisqu'en fait, on est tous soumis. Alors, je crois que dans votre étude, Christophe, je ne sais plus, tu as parlé de 12% qui pratiquaient habituellement le télétravail, et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé en termes de données sociodémographiques. On est quand même on était plutôt, tu me dis si je me trompe, sur des profils plutôt cadres, voire cadres supérieurs. Et effectivement, le télétravail, c'est considéré un petit peu comme quelque chose déjà de choisi, plutôt une récompense, entre guillemets, c'est-à-dire une latitude qui était donnée à ces télétravailleurs-là. Et maintenant, on est tous, cadres ou pas cadres, on est tous soumis à cette pression qui est quand même très importante de la situation et qui va exercer vraiment une pression qui nous pousse à être en résistance. Donc, en fait, on est tous en résistance, tout le monde, manager ou pas manager. Et c'est vrai qu'on peut se poser, alors l'autorégulation et tout ce que j'ai cité, ça aide quand même, bien sûr, dans ce contexte-là. Mais en tout cas, il n'est pas évident de comparer la situation d'avant avec la situation actuelle. Ça va être une réflexion peut-être, Gaëlle, tu pourras ajouter des éléments. Moi, ce que je peux dire par rapport à la situation, elle porte en elle des marqueurs qui sont vraiment forts et qui impactent vraiment notre psychologie. Il y a un coup psychique qui n'est pas anodin et qui engendre une certaine charge mentale ou une fatigue. On le ressent tous, même si on est plus ou moins occupé ou les situations sont très diverses. C'est très naturel, quoi. Ça vient du fait notre organisme essaye de résister à cette pression. Et c'est sûr que là, on n'est peut-être pas tous égaux en termes de ressources, mais au-delà des ressources psychologiques qui sont quand même importantes, il y a aussi tout l'environnement. C'est-à-dire, est-ce que on a le soutien social, le soutien émotionnel, le soutien de son organisation? Est-ce qu'on se sent bien dans ce contexte de travail? Et donc, ça va être un ensemble de facteurs qui vont pouvoir dire si la personne vit plus ou moins bien le télétravail. D'accord. Alors, on en vient un peu à la question du jour. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler de télétravail? Gaël? Très honnêtement, je pense que justement, c'est le plus grand danger, c'est de parler de télétravail. On n'est absolument pas en télétravail. Et une des causes, je pense, de la souffrance psychologique, c'est que beaucoup d'entreprises ne s'adaptent pas aux différentes situations. Déjà, on n'a pas le choix, on est en télétravail. Et c'est très différent d'être chez soi en permanence, travailler, le bureau et dans la maison, 5 jours sur 5. Mais c'est pas pareil d'être dans 20 mètres carrés avec un enfant en bas âge ou d'être isolé ou bien d'être à la campagne avec un grand jardin. Et malheureusement, beaucoup trop d'entreprises considèrent ça de façon globale en disant c'est du télétravail et finalement, c'est ce qu'ils ont toujours demandé. Parce que je rappelle quand même un chiffre, seulement 16% des entreprises ont des accords de télétravail, alors que 70% des salariés voudraient faire du télétravail. Et trop d'entreprises considèrent que c'est super, c'est du télétravail, donc les gens doivent être heureux, sans forcément prendre en compte toutes les spécificités. Et pour avoir pas mal de connaissances qui ont des enfants en bas âge,
Moi, tous mes enfants, enfin le plus petit a 13 ans, c'est pas du tout la même. Il y a une autonomie qui fait que là, je sais que je vais pas avoir de nabots qui vont débarquer en disant papa, est-ce que tu peux venir jouer avec nous? Et pour personnellement télétravailler quasiment toute l'année, puisque je suis écrivain, même moi, je le vis assez mal parce que on n'a pas le choix. Et la notion de choix, je pense que c'est ça qui est très stressant, c'est de se dire la situation ne dépend pas de moi. Je suis enfermé chez moi. Enfin, confinement, ça dit bien ce que ça veut dire. Et j'avais entendu un psy comparer la situation dans laquelle on est à celle des prisonniers, où finalement ils sont dans une cellule, ils peuvent pas sortir. C'est de l'enfermement littéralement. Alors certes, on peut sortir 1 heure par jour, mais c'est un petit peu comme le prisonnier qui sort dans la cour faire des tours de cour. Donc très clairement, je pense qu'il faudra certainement pas utiliser cette période comme un benchmark pour après le confinement, pour se dire le télétravail, ça marche ou ça marche pas. Le télétravail, on est en temps normal plus productif, toutes les recherches l'ont montré. Très clairement, nous sommes moins productifs actuellement, mais très clairement, parce que il y a le stress, parce que c'est subi, parce que plein de raisons exogènes qui font que c'est absolument pas du télétravail. Alors j'ai une question de Claire, pardon, qui nous demande est-ce que vous observez une augmentation des attentes, pressions, exigences vis-à-vis des collaborateurs actuellement par rapport au travail qu'ils pourraient réaliser en entreprise de façon classique? Alors, je peux peut-être répondre parce que je reçois pas mal de mails là-dessus. C'est très variable, mais il y a effectivement des cas où la pression est beaucoup plus forte. J'ai l'exemple d'un manager qui demande à son équipe de se connecter à 8h30 en visioconférence et se déconnecter à 18h30. C'est-à-dire que là, on n'est même plus dans l'intrusif, on n'est même plus dans le micromanagement, on est dans, enfin, je sais pas, c'est Big Brother, en fait. Et il y a une pression aussi additionnelle. Je pense qu'un certain nombre de managers ne font plus la différence entre la vie privée et la vie professionnelle et vont se dire, bah, je peux envoyer un mail à 22h parce qu'on travaille tout le temps. Je peux envoyer un mail le samedi. Je pense qu'il est très important psychologiquement euh, de savoir garder un équilibre vie privée, vie professionnelle, même si on vit littéralement dans notre bureau actuellement. Alexandra, qu'est-ce que tu en Juste penses? si je peux, oui, ce que j'ai observé effectivement autour de moi, et peut-être tout le monde pourra en témoigner, en fait, c'est un phénomène assez naturel, c'est-à-dire qu'au tout début de ce télétravail contraint, comme tu l'as dit, Gaël, il y a eu une espèce d'explosion relationnelle, mais même dans nos vies privées, ça c'est tout à fait naturel, mais au travail, les organisations, il faut quand même le dire, elles ont réussi, enfin, elles n'avaient pas le choix, mais elles se sont adaptées de manière très très rapide et c'est compliqué. Il n'y a pas de système règle puisque c'est une situation où on n'a pas de représentation. Donc en fait, il y a eu une espèce de duplicata des formats de réunion, des formats relationnels, c'est-à-dire qu'on les a basculés, bon, on n'avait pas le choix, quoi, sur Zoom ou d'autres systèmes de visioconférence. Et effectivement, ça s'est peut-être un peu amoindri, mais je ne suis pas très objective là-dessus, j'ai pas de chiffres. Mais en tout cas, vraiment au début, il y a eu cette espèce de duplicata et on a vu que ça ne fonctionnait pas, puisqu'au fait là, les études qui datent un peu, hein, ça date de 2004, les chercheurs avaient déjà montré en fait l'augmentation de la charge cognitive et la charge attentionnelle quand on suit des systèmes de visioconférence, puisque en fait, le cerveau va essayer en plus là il y a le stress, mais en temps normal, le cerveau va essayer de recréer ce qu'il ne peut pas voir dans une interaction humaine, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'infraverbal, quoi, des émotions. Puis vous avez remarqué qu'on peut jamais se regarder en fait dans les yeux quand on est, c'est pas possible quand on est en visio. Et donc en fait, le cerveau va vraiment faire un effort inconscient hein, pour recréer tous ces signaux. Ça produit réellement une charge mentale. Et en plus de cela, la situation, comme on a dit, on le vit tous, elle exerce une pression importante. Donc c'est sûr que pour répondre peut-être à cette question, oui, au début, et alors maintenant je ne saurais pas répondre, ça doit dépendre des organisations, mais il y a eu cet effet un peu de reproduction des rituels formels et peut-être informels aussi, et qui ont créé une grande fatigue mentale, avec aussi corrélé à cela, comme Gaël le disait, peut-être l'impression que finalement le salarié il était disponible tout le temps puisqu'il est chez lui. Donc on se dit, quand le manager est dans son bureau, il n'y a pas 10 personnes qui déboulent comme ça. Et là, en fait, c'était un peu le cas. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais on avait des sollicitations un petit peu dans tous les sens. Donc ça crée vraiment une grande charge mentale. En fait. C'est pas évident.
Ok, tu parles de rituels d'entreprise, de management, etc. Euh, Ce serait quoi les bons rituels à mettre en place en ce moment pour les entreprises en termes de partage et de communication avec leurs salariés? Gaël, tu veux Bah, en fait, on pose assez souvent la question sur comment est-ce qu'on peut bien manager en confinement. Est-ce qu'il y a des règles particulières? En fait, je crois pas qu'il y ait de règles particulières. C'est Je pense qu'il est bon de dire bonjour. Il faut pas être trop présent, il faut pas être absent. Exactement comme si on était dans un bureau, fondamentalement, peut-être avec plus d'attention portée au cas particulier des gens en fonction du mode de confinement. Alors, il y a eu un commentaire sur comparé à la prison, c'est difficile parce que on n'est pas prisonnier, on n'est coupable de rien, c'est vrai. Mais là, je parlais de situation psychologique d'enfermement. Et les rituels, c'est quand on fait un mail, de toujours dire bonjour, de dire merci. Peut-être pas oublier de faire du feedback, parce que le feedback, ça aussi, beaucoup de gens se plaignent de perdre complètement le feedback de la part de leur hiérarchie, de la structure. Le rituel, moi je pense que c'est pas mal de garder le rituel de la machine à café à 11 heures avec ses collègues, donc en dehors du management, et de garder un lien informel. Mais finalement, c'est pas très très différent de la vie normale. C'est le média qui va être différent. Alors c'est vrai, Alexandra, je m'étais jamais fait la réflexion de façon aussi claire sur le côté. C'est très étrange de regarder. Alors moi, j'essaye de regarder la caméra, mais c'est vrai que c'est très perturbant parce que j'ai deux visages en dessous là que je ne vois pas. Donc, c'est vrai que c'est un côté très. Je vais devenir schizo en fait. Mais les rituels, oui, je pense que c'est fondamental et le plus gros danger, c'est à mon sens l'isolement. Et par contre, j'engage tous les managers à parler avec leurs équipes pour savoir comment on s'organise. Parce qu'encore une fois, la situation, si on a des enfants en bas âge ou pas, la disponibilité n'est pas la même, mais à minima, de garder 2 heures dans la journée où toute l'équipe est disponible. C'est-à-dire, je sais qu'à telle heure, je peux appeler telle personne sans la déranger dans sa propre organisation. Donc, je pense que le management doit partager tout ça, se poser la question. J'ai l'exemple d'une équipe qui en a ras-le-bol, mais ras-le-bol des apéros vidéo avec leur manager tous les soirs. Ras-le-bol. Et ils n'osent pas leur dire. Et donc, il faut libérer la parole. Et je pense que c'est une occasion absolument géniale actuellement pour libérer la parole. C'était la semaine dernière sur un webinaire, je disais, c'est la parfaite période pour les managers de demander à leur équipe qu'est-ce que vous aimiez bien chez moi en tant que manager avant le confinement et qu'est-ce que vous aimeriez que je change pour après le confinement. Et de libérer la parole et de profiter de ce moment pour devenir encore plus humain, j'allais dire. Honnête? Ouais, transparent, honnête, enfin de libérer vraiment la parole. Je crois qu'on a besoin de parler, on a besoin d'échanger, on a besoin de se dire quand le déconfinement va arriver, ça va pas être forcément une catastrophe. Je sais pas si vous avez vu, mais on commence à réavoir le discours politique qui revient, donc ce qui est plutôt bon signe, parce que l'unité nationale, on peut s'asseoir dessus visiblement, et ça va être à nous individuellement d'envoyer des bonnes raisons d'être content d'aller retravailler, même si ça va être complexe. Et je pense qu'un manager qui fait acte de transparence et de discussion pour dire voilà, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on change quand on va revenir ensemble, c'est une bonne raison d'être content de retourner travailler. Alors qu'il y a une vraie angoisse sur ce déconfinement. Et ça, je l'aperçois pas, Alexandra, c'est ce que tu penses de cette date du 11 mai, mais je pense qu'il y a une anxiété quand même assez forte. Ouais, ouais, il y a effectivement une anxiété, puisque d'ailleurs, même peut-être que vous avez suivi, il y a eu une grande étude nationale qui a été faite en Chine, qui a subi la vague avant nous, une publication intéressante qui a montré que les facteurs de stress étaient présents pendant la période de confinement, mais qu'il y avait aussi d'autres facteurs de stress après le déconfinement. Dit autrement, tout ne sert, enfin voilà, je ne veux pas casquer le moral, hein, mais et les autres facteurs de stress qui apparaissent après, c'est surtout l'appréhension, effectivement, de se dire demain, quand je vais retourner au bureau, qu'est-ce qui va se passer? La stigmatisation perçue de certaines populations. Alors là, c'était une étude nationale, ça ne concernait pas forcément les organisations, mais on peut imaginer aussi, là, ça va dépendre de beaucoup de situations, mais que il y ait finalement une forme de stigmatisation pointée sur certains collaborateurs, et puis des appréhensions par rapport à la situation, notre situation personnelle sur le plan économique, sur le plan de la reprise du travail. Et c'est vrai que si on reprend le fil rouge des managers,
je dirais qu'un point essentiel actuellement et qu'il ne faudra pas relâcher après, c'est en effet le manager de proximité, j'entends, quoi, qui est censé un petit peu connaître son équipe, en tout cas sur le plan de leur fonctionnement. C'est vraiment, je pense que les managers vont jouer un rôle clé par rapport à l'identification des besoins de leurs collaborateurs, puisque c'est vrai qu'on est quand même à la frontière, et c'est là où je trouve que c'est je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais un enjeu qui sera pas forcément évident à gérer pour les organisations, c'est les enjeux de santé mentale, puisque l'organisation, effectivement, a le devoir comment dire, d'apporter de la sécurité, je trouve plus le mot, mais d'apporter de la sécurité à leurs salariés. Et donc là, on se dit, il y a quand même une frontière entre le personnel, tu le disais Gaëlle, et le professionnel, et jusqu'à où l'organisation s'immisce dans des considérations plutôt psychologiques, c'est quand même un petit peu touchy. Et donc c'est sûr que le manager peut pas non plus aller trop loin dans l'intrusion, ça pourrait être compliqué, mais en tout cas de prendre en compte les besoins individuels, puisqu'on n'a pas tous la même temporalité dans cette gestion de crise, je sais pas trop comment le dire. Et une dernière chose peut-être par rapport à cela, et ce qui rajoute peut-être à la complexité, c'est que il est difficile pour un manager de présager, de présumer des forces et des faiblesses de chacun. C'est-à-dire que c'est difficile de prévoir comment les salariés vont encaisser, vont supporter cette situation. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont invisibles, en fait, qu'on ne voit pas. Et il y avait des salariés qui fonctionnaient très très bien en contexte normal, avec des systèmes de compensation certainement. Et quand on enlève tous ces repères, il peut y avoir des phénomènes de décompensation et qu'on peut ne pas voir venir. Et donc, bien sûr, on ne peut pas tout anticiper, mais peut-être qu'un comportement un peu pare-feu, ce serait d'entretenir des contacts vraiment réguliers et de suivre un peu l'évolution de nos équipes, quoi, puisque les choses ne sont pas si linéaires que ça. Donc d'être régulier dans le suivi, je dirais. Et je rebondis sur ce que tu dis, Alexandra, parce que je pense que effectivement, le premier point de départ, c'est aux managers de dire aux équipes que s'ils ont des émotions, bonnes ou mauvaises, c'est normal. On est dans une situation anormale et qu'un manager n'a pas à attendre qu'un collaborateur ou une collaboratrice soit aussi performant dans la situation actuelle. Quand on est au bureau et quand on parle de libérer la parole, c'est de dire des choses aussi simples, de dire je comprends que ça puisse être dur pour toi parce que tu as un enfant en bas âge ou parce que tu es isolé, parce que tu es dans un petit appartement. Et je m'adapte, moi, en tant que manager, à ça. Mais je crois que le plus gros danger, c'est de considérer que les salariés, en étant confinés, vont avoir la même productivité et la même attention. Alors, j'ai vu passer une question, est-ce qu'il y a des chiffres sur la baisse de la productivité? En fait, il y a une étude qui a été faite, mais je n'ai pas encore récupéré, ça n'a pas été publié. C'est un des plus grands spécialistes américains qui, justement, a travaillé sur la performance au télétravail et qui a alerté très fortement il y a 2 semaines pour dire surtout, n'utilisez pas cette période comme un benchmark en télétravail parce que les résultats sont catastrophiques. Oui, c'est un peu le risque en fait aujourd'hui, c'est que les chefs d'entreprise prennent cette période pour argent comptant et se basent là-dessus pour projeter le télétravail et faire des spéculations qui seront fondées sur un état de crise qui est pas durable et qui est pas le reflet de la réalité. Et dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, ça peut être certaines entreprises qui vont se dire c'est cool, on peut supprimer le siège social et tout le monde travaille à partir de chez eux, supprimant ainsi un lien social en disant finalement on est performant en étant chez nous, donc pourquoi je vais payer un loyer? Et à l'opposé, des entreprises qui vont dire ça n'a pas du tout fonctionné, donc on fait plus du tout de télétravail. Donc je pense qu'il va falloir que la vérité se situera entre les deux, mais comme de toute façon avant le confinement on était très très en retard sur le télétravail, je pense qu'on progressera de toute manière. Oui. Alors, il y a une question de Maxime qui nous dit à la veille du déconfinement, les entreprises ne pourront pas accueillir l'ensemble de leurs collaborateurs au même moment. Et il se pose la question de savoir si il va falloir faire des choix. Qui on fait revenir? Est-ce qu'on fait revenir les gens les plus essentiels et productifs? Est-ce qu'on fait revenir les gens chez qui on a détecté un risque psychologique? Alors, moi, j'ai un début de réponse quand même. Je donne toujours cet exemple de la Corée du Sud. La Corée du Sud, 51 millions d'habitants. Est-ce que vous savez combien il y a eu de morts? 247, sans confinement. Humainement, il est possible de gérer une crise comme ça, une crise sanitaire,
Il faut des tests. Veolia, par exemple, fait revenir toutes les personnes qui sont testées négatives. On doit prendre sa température avant de partir du bureau. Et c'est ce qu'a fait la Corée du Sud. C'est ça. On va changer toutes nos habitudes. Je pense qu'un des trucs les plus visuels qui va changer, et on va le voir dans nos vies, si on ne se serrera plus la main, on ne se fera plus la bise. Je pense que ça, pour au moins 1 an, peut-être 2, peut-être pour toujours, c'est fini. On ne se serrera plus la main. Donc, si on change les comportements, et si, le plus grand danger du déconfinement, c'est pas de savoir s'il y a telle ou telle mesure qui va être prise. Ça va être comment les individus vont gérer, comment les entreprises vont gérer. Et je vous donne l'exemple de Veolia, c'est ils payent un test à tous leurs salariés. C'est-à-dire, tu ne reviens pas travailler tant que tu n'es pas testé négatif. Et ensuite, tu dois vérifier ta température tous les jours. Et ça marche en Corée du Sud, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous. À condition qu'on puisse tester. Mais ça, oui, bien sûr, mais il faut avoir les tests. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas les tests? C'est parce que 80% de la production de nos laboratoires pharmaceutiques est en Chine. Donc ça pose d'autres questions encore. Mais les tests, on va les avoir petit à petit. Et si la condition pour retourner travailler, c'est d'avoir été testé par son entreprise, soit. Ouais. Et on le fera peut-être plus lentement. Et les entreprises, je vois mon épouse qui travaille dans une institution internationale pendant un temps, ça va tourner sur les jours. C'est-à-dire que tout le monde va retourner travailler, mais il y en a qui vont travailler le lundi et le mercredi en fonction des interactions entre les personnes et rester en télétravail, puisqu'il y a beaucoup de travail qui est fait à partir de la maison, mais ça va être une rotation tant qu'on n'est pas certain que le virus ne revient pas. Mais je pense, enfin, c'est même pas je pense, il y a tellement d'expertise sur la gestion de ce genre de crise qui vient de Singapour, de Corée du Sud. Je parle pas de la Chine parce que je sais pas si vous avez vu les images, ils cloutaient quand même, ils mettaient des planches sur les habitations des gens qui étaient contaminés. On va exclure la Chine, mais quand on prend la Corée du Sud ou Singapour, on a un benchmark extraordinaire qui nous montre que, bah oui, il y a moyen de le gérer. Et si effectivement, comme tu le dis très justement, Christophe, on manque de tests, il faudra attendre qu'on puisse tester tout le monde dans l'entreprise avant de faire revenir les gens. Bon, quand même que si on a détecté des risques psychosociaux importants auprès de populations, à un moment donné, il faut peut-être prioriser, peut-être pas un retour en entreprise, mais à minima mettre un plan d'action à très très court terme. Ah bah, c'est clair qu'il faut un plan d'action. Et là, je vois la question, on parle beaucoup de managers. Mais quel rôle du DRH? Bah justement, le rôle des DRH, il y a dans beaucoup de DRH la formation. Je pense qu'il faut former les managers, il faut leur expliquer, il faut les accompagner parce que beaucoup de managers ne savent pas trop comment faire. Et je suis en contact avec beaucoup de DRH justement pour accompagner les managers qui, honnêtement, je fais des webinaires pour certaines entreprises. Je suis surpris de certaines questions qui sont d'une naïveté limite touchante, mais il y a vraiment des managers qui sont perdus. Et le rôle des DRH, c'est d'accompagner. Pour le déconfinement, je ne veux pas dire de bêtises, mais les CHSCT et les DRH seront au cœur du retour des gens au travail. Vraiment, ça sera plus que jamais stratégique. Oui, l'importance du CSE. Vas-y, Alexandra. Pardon. Non, je vois aussi des commentaires. Il y a aussi une chose, si effectivement, ce sont des bonnes remarques sur le rôle la fonction ressources humaines de manière large. Il y a effectivement quelque chose sur laquelle il est possible d'agir, même si c'est compliqué d'agir sur les perceptions et les sentiments, parce que voilà. Mais en tout cas, les études ont montré, alors avant le virus, mais que lorsque on se trouve dans une situation forte d'incertitude, donc on est bien dedans, et que en plus le résultat actuel est négatif. Parce qu'on voit des morts tous les jours, c'est compliqué. Les individus et donc les salariés avaient tendance en fait à accorder encore plus d'importance, à être encore plus sensibles aux signaux de justice au travail, de justice organisationnelle, on appelle ça. Et donc, c'est-à-dire qu'on va se raccrocher à des indicateurs, alors relationnels. Donc là, on a déjà parlé des managers, c'est-à-dire est-ce qu'on me fait confiance, est-ce que mon manager est disponible, est-ce qu'on prend en compte mes besoins, etc. Mais aussi des indices de justice dites procédurales. Et là, je pense, pour rebondir sur un éclairage, c'est-à-dire dans quelle mesure les procédures qui vont être mises en place, en fait, donc ça peut être le retour au travail, ça peut être des nouvelles règles, le chômage partiel, toutes les procédures qui vont devoir être mises en place, dans quelle mesure elles sont basées sur des critères qui sont, en tout cas, identifiés par les salariés comme étant justes. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut les expliquer avec une relative sensibilité,
que les règles sont quand même impartiales, exemples de biais. Et je trouve que cet aspect-là de justice, il est, en tout cas, les managers et les RH ont un pouvoir, c'est un peu fort, mais en tout cas, ont un levier d'action là-dessus. C'est-à-dire qu'en agissant, en mettant en place des pratiques justes, eh bien, en tout cas, le risque est minime et les avantages sont généralement importants. C'est-à-dire que les salariés vont percevoir ces signaux-là de justice et ça va avoir tendance à faire baisser les émotions négatives et à enclencher un sentiment plus fort, en fait, je me sens respectée et j'ai quand même envie de m'engager. Et puis, je comprends que c'est pas facile, donc je vais faire peut-être des efforts. Alors, en bulle, il y a un chiffre que j'ai pas cité et qui est quand même très révélateur. Vous savez, il y a des baromètres sociaux d'entreprises qui existent où on peut sonder l'engagement, la motivation, etc., pour détecter notamment les psychosociaux. Nous, notre enquête, on l'a menée à peu près auprès de 1500 RH, notre enquête sur le télétravail. Et ces 1500 RH nous disent qu'il n'y a que 18% de leurs entreprises qui ont mis en place un baromètre social. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quasiment aucune entreprise n'est en mesure d'identifier les risques psychosociaux liés à la situation actuelle. Tout simplement parce qu'elles n'ont rien mis en place pour capter le ressenti actuel de leurs collaborateurs. Et ça, c'est factuel. Donc, avant peut-être de parler de management, de choses comme ça, peut-être qu'il serait important de mettre en place les bons outils pour mesurer au quotidien l'état d'esprit des salariés. Parce qu'effectivement, on peut faire autant de visio, d'apéro, etc. Mais les gens ne vous diront pas en face ce qu'ils pensent réellement. Donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre de basiques à mettre en place. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que le côté mettre actuellement un baromètre, c'est une très très bonne idée parce qu'effectivement, là, je voyais passer un commentaire sur le manager qui dit mais moi je demande pas de nouvelles de mes équipes parce qu'ils en demandent pas de moi. Justement, la RH peut servir vraiment cette cause de mesurer le moral des troupes et voir sur quel levier il faudra agir pendant le confinement et peut-être après, parce qu'aujourd'hui quelque chose, alors je ne sais pas Alexandra, peut-être que on peut rapprocher ça d'une forme des impacts psychologiques d'un enlèvement, j'en sais rien, mais je pense on va avoir un impact psychologique après de ce qu'on a vécu là. Okay. Ouais, et puis je pense que alors moi juste pour rebondir, c'est que on parle beaucoup des managers et il faut faire, les managers sont des hommes aussi et des femmes, hein, comme tout le monde. Donc il y a aussi cette question de le manager, est-ce qu'il se sent soutenu par son organisation, est-ce qu'il a les ressources aussi, parce que c'est pas simple de manager déjà à distance, ça demande une habitude, une expérience et donc il y a aussi cet aspect-là, c'est qui prend soin des managers. Je trouve que c'est important aussi de le remettre et comment on accompagne aussi. Ça, c'est peut-être aussi le rôle des RH, mais donc comment on accompagne les managers pour faire en sorte qu'ils se sentent aussi relativement en sécurité et à l'aise pour. Et donc, il y a peut-être un élément, et je trouve que c'est d'ailleurs peut-être, pour rebondir sur ce que tu dis, Gaëlle, un écueil à éviter après le 11 mai, c'est d'accélérer trop vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous en décélération. Même la société, elle est un petit peu à l'arrêt, même si on n'a pas tous les mêmes réalités. Il y a quand même on appuie sur pause, quoi. On se regarde, on voit nos besoins qui émergent, on se pose des questions sur le sens de notre travail, sur notre utilité. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre il y a une décélération. Et peut-être que le risque, c'est que l'accélération soit trop rapide, c'est-à-dire soit trop brutale, par rapport au temps qu'il va nous falloir pour finalement gérer tout ça, puisque en introduction, je parlais d'une pression qui est exercée sur les organismes, et cette pression, elle est naturelle, mais elle va amener à une remodélisation, une reconfiguration. C'est comme si la forme, en fait, changeait un petit peu, c'est-à-dire nos schémas vont changer, nos représentations vont changer, et c'est tout à fait naturel. Mais ça demande peut-être un peu de temps, et le risque, ce soit que la pression soit tellement forte qu'elle vienne faire une extraction en fait trop brutale, et c'est là où les risques sur la santé mentale sont importants. Donc c'est pas évident comme réponse, mais c'est le temps, et je trouve que le fait d'accélérer trop brutalement en voulant rattraper le temps perdu me paraît un peu plus un risque que autre chose en fait. Alors je sais pas Gaëlle, si tu vois comment toi comment les organisations peuvent gérer ce temps-là. Je pense que
Il y a eu des déclarations du MEDEF il y a 2 semaines, je crois, disant il va falloir rattraper le temps perdu. Je crois il y a eu une levée de bouclier contre cette déclaration parce qu'il faut accepter que l'année 2020 est foutue. Point. Oui, donc, c'est pas l'idée, c'est pas comment on rattrape le retard, c'est comment on va créer une nouvelle forme de relation parce qu'encore une fois, le vaccin contre le corona, il ne sera pas là avant 1 an. Donc, on va vivre avec ce virus pendant très probablement encore à minima 1 an. Donc, puis on aura peut-être d'autres épidémies. Donc, ça veut dire qu'il va falloir réinventer quelque chose au lieu de se dire on revient à la normale le 11 mai, on ne revient pas du tout à la normale, on va réinventer doucement, calmement. Alors, je sais que pour certaines entreprises, je parle beaucoup aussi des petites entreprises, le côté on est serein dans la reprise, ça ne va pas être simple parce qu'il va y avoir la réalité économique à laquelle on va être confronté. Donc la zénitude à tout crin, ça va pas forcément être simple. Cela étant dit, on peut comparer ça à une voiture. Il faut d'abord que le moteur chauffe avant d'accélérer. Et c'est ceux qui vont vouloir accélérer sur la pédale à fond dès le début, oui, c'est dangereux pour l'humain, clairement. Est-ce que vous pensez que le 11 mai va changer quelque chose à la situation actuelle ? Oui. Mais moi, j'en suis profondément convaincu. Mais ma seule crainte, moi, j'ai qu'une seule crainte, c'est pas comment ça va se passer, c'est comment les gens vont réagir. Est-ce que ça va être le même genre de réaction qu'on a eu la première semaine de confinement ? Moi, j'habite Paris. On était confinés. Moi, j'ai chopé le corona avant le confinement. Et quand je voyais dans les buts de Chaumont, à côté de chez moi, le nombre de personnes qui étaient là pour faire la fête, littéralement, j'espère que le 11 mai, on ne va pas assister à ce genre de comportement. J'espère que ça va être... On va comprendre qu'on est dans un nouveau monde. Alors, on peut le regretter, on peut être très triste, mais on n'a pas une volonté magique, quoi. C'est pas parce qu'on dit on va revenir à avant qu'on va y arriver mais je pense que ça va radicalement changer. Enfin, pour moi, il y a un monde d'avant, un monde d'après. Charge à nous individuellement de faire que le monde d'après, on efface quelques défauts du monde d'avant et on réinvente quelque chose de chouette. Parce qu'encore une fois, on n'a pas le choix. Donc, soit on se morfouille, on se dit c'est la merde pendant 2 ans, soit on essaie d'en tirer le meilleur profit. Et sur le rapport qu'ont les salariés à leur entreprise en termes d'engagement, de sentiment d'appartenance, j'imagine qu'en ce moment, c'est quand même c'est compliqué de continuer à faire que les collaborateurs soient engagés vis-à-vis de sa marque. Alexandra, tu veux répondre ou tu veux que je réponde ? Oui, mais c'est une très bonne question. Et moi, juste l'élément de réponse que j'apporterai, il peut y en avoir d'autres, c'est la question du sens. Donc, je trouve que là, c'est vraiment très important cette question-là, puisque en plus, sur le plan national, on voit que le pays, pour l'instant, est clivé entre deux, par rapport à un seuil d'indispensabilité. C'est intéressant, c'est job utile, indispensable à la survie de la nation. Et donc, on a entre guillemets d'autres qui ne le sont pas. Et donc, ça peut renvoyer effectivement, et ça, moi, je l'ai entendu, effectivement, il peut y avoir une grosse remise en question des personnes qui se disent, c'est quoi ? Est-ce que le travail que je fais, il est vraiment utile ? Quel sens j'ai ? Donc, ça, ce sont des questions personnelles. Maintenant, si on est d'un point de vue de l'organisation, il me semble et donc, pour répondre à la question, parce que l'engagement, il y a plusieurs facteurs qui jouent dessus, mais en tout cas, la question du sens profond de l'appartenance, c'est-à-dire quel est le but et la vision de mon organisation, et surtout dans cette crise-là, comment elle réagit, est-ce qu'elle est opportuniste, est-ce qu'elle est bienveillante, j'exagère là, mais je veux dire, quels sont les signaux qui me font avoir envie encore de m'engager. Et c'est vrai que la question du sens, elle est importante, et il me semble que les organisations ont tout intérêt, en tout cas, même si c'est pas simple, à réinventer, comme disait Gaëlle, et à se repositionner par rapport à leur, alors pas forcément à leur cœur d'activité, mais par rapport au sens, à la direction qu'elles souhaitent donner par rapport à cette après-crise. Et ça me semble être vraiment un enjeu vraiment très important pour l'engagement, en fait. Et Christophe, si tu le permets, j'aimerais bien, parce que ça a un lien avec ce que vient de dire Alexandra, répondre à la question de Christelle qui dit un baromètre au quotidien, personne ne va remplir un sondage tous les jours. Mais je vous garantis, je connais plusieurs entreprises qui tous les matins envoient un mail à tous leurs collaborateurs pour leur demander est-ce que ça va bien, pas bien, super bien, pour avoir comment ils se sentent. Le taux de réponse, et la réponse est anonyme, le taux de réponse est de plus de 90%.
Et dans la notion de sens et le risque de la perte de sens, c'est aussi que le salarié se sente isolé, loin de son entreprise. Et le fait de prêter attention à la façon dont les gens vivent ce confinement, rien que ça recrée un lien, ça donne du sens. Il faut que l'entreprise explique, si vous êtes confiné, c'est pour lutter contre le corona. Donc rien que ça, c'est un sens. J'ai trouvé cette expression que j'aime bien, on est des combattants immobiles. C'est exactement ça. Et je pense que le fait de poser la question « ça va ce matin ?» Rien que ça coûte rien. Et les gens réagissent extrêmement bien. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu d'exemple d'entreprise qui m'ait dit on a lancé un sondage tous les matins pour mesurer le bien-être ou le mal-être de nos salariés et j'ai pas entendu une seule entreprise me dire personne ne répond. Moi, j'aime bien quand on me demande est-ce que ça va bien. Ça va bien, Alexandra et Christophe? Ouais, et juste, mais c'est très intéressant ce que dit Gaël, puisqu'en fait, il y a un sociologue qui a pointé le risque. Alors, c'est juste un risque, mais que comme la mesure de distanciation sociale, elle va quand même perdurer un petit moment. On va falloir recréer des nouvelles habitudes, on va être plus à distance, etc. Un écueil, c'est en fait, l'autre va représenter presque un danger aussi. C'est-à-dire, l'autre, c'est une ressource, mais c'est aussi potentiellement un danger. C'est intéressant. Et en fait, peut-être que les rituels de savoir-vivre, de politesse, voilà, tout ce qui fait partie aussi au travail, qui participe aussi à la création de liens, peuvent un tout petit peu disparaître parce qu'il y a cette distance sociale et peut-être la peur, en fait, qui est associée. Et ce qui fait que, et surtout, on le voit en télétravail, au tout début, on s'intéressait quand même, on posait la question de comment ça va, est-ce que tu es bien équipé, et j'ai l'impression un peu de moins en moins, c'est-à-dire qu'on va droit au but dans les réunions, parce que c'est normal que 2 heures de réunion, c'est compliqué, donc tout est raccourci, et c'est vrai que le fait c'est vraiment tout simple, mais de demander comment la personne va et de vraiment s'intéresser à la réponse, c'est-à-dire que c'est pas juste un automatisme, enfin tout ce qui est rituel de politesse me semble très important à maintenir, voire à rehausser un petit peu le contexte. Alors j'ai Claire qui nous dit que le baromètre est plutôt adapté à des populations de bureaux et beaucoup plus difficile à mettre en place pour des populations ouvrières. Alors là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord parce que déjà des populations ouvrières ont tous un téléphone aujourd'hui et toutes ces applications sont mobiles. Donc elles sont vraiment ouvertes à tout le monde. Je pense pas qu'il y ait de problématique d'accès ou d'envie de répondre. Et pour dire sur effectivement les taux de participation à ce type d'enquête, nous, en tant que MyRHline, quand on fait une étude auprès des RH sur leur motivation et leur engagement, donc auprès de vous, les RH, vous êtes plus de 3000 à répondre. Donc, on vous met pas le couteau sous la gorge pour répondre. Donc, je pense que, comme l'a dit Gaël, les salariés ont envie qu'on vienne prendre de leurs nouvelles, tout simplement. Alors ensuite, je rebondis parce qu'il y avait un commentaire qui disait on répond pas s'il n'y a pas d'action derrière. Bien évidemment, c'est si on fait un baromètre et il y a une entreprise qui fait également service par service le moral pour si jamais on voit qu'une équipe a le moral qui baisse, de travailler avec le manager de cette équipe pour justement mettre un plan d'action, savoir pourquoi ça va moins bien. Donc, bien entendu, juste demander ça va et si la personne dit ça va pas, qu'il n'y a rien qui se passe derrière, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est pire même. Je trouve que c'est vraiment le risque du baromètre. Déjà, c'est de remplacer, de se dire j'ai mis un baromètre, donc du coup, vous ne vous souciez pas trop. Bon, voilà, il ne faudrait pas que ça vienne en remplacement des relations humaines. Et puis, c'est très important l'aspect action. C'est-à-dire que si on prend le temps de se livrer un minimum en disant ça ne va pas, etc., qu'il n'y a rien qui suit, pour moi, c'est encore, honnêtement, les effets sont encore plus négatifs que de ne rien mettre en place. Donc, le baromètre, il est intéressant si c'est bien pensé, réfléchi de bout en bout. Je crois. Et si les résultats du baromètre sont partagés, parce que parfois, vous avez des entreprises aussi qui font des baromètres, et les gens se demandent, alors ça a donné quoi? Et parfois, malheureusement, les baromètres ont des résultats qui sont mauvais, mais il faut partager, il faut faire preuve de transparence en disant, voilà, on n'a pas de bons résultats, et on va agir avec vous pour faire changer les choses. Et je pense qu'on peut développer une forme d'optimisme dans l'entreprise et tirer quelque chose de cet épisode, où je pense que humainement, c'est compliqué pour la grande majeure partie des gens, comme le montrent à peu près toutes les études. Donc, les baromètres sur la santé mentale ou le bien-être vont plutôt être pas bons en ce moment, honnêtement, je pense en moyenne. C'est l'occasion de remettre l'entreprise au cœur du bien-être des salariés et d'envoyer des ondes positives pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère? Qu'est-ce qu'on fait évoluer?
Je pense je crois beaucoup à la libération de la parole en entreprise et je crois que cette période, c'est l'occasion de se lancer pour les entreprises qui ne l'auraient pas encore fait. Alors, il y a pas mal de questions autour du rôle du DRH. Alors, les DRH qui sont extrêmement sollicités en ce moment, hein, et qui donc ont pris une place, on va dire, assez importante dans le CODIR, ce qui n'est pas toujours le cas de façon habituelle. Et donc qui se demandent, est-ce que dans le futur, finalement, on va conserver cette place? Est-ce qu'on va toujours être assis? Est-ce qu'on va être finalement maintenant assis à côté du DAF et du DSI, ce qui n'était pas le cas avant? Voilà, si je résume un peu ce qui se dit. Et donc, est-ce que la RH va devenir vraiment une fonction stratégique pour l'entreprise? Moi, je constate quand même un mouvement. Alors, je ne sais pas si Christophe et Alexandra, vous le constatez, depuis 2-3 ans. On a eu quand même depuis les années 80 une DRH qui était une DRH très, très technique, tournée autour du juridique et de la paix. Et depuis 3-4 ans, depuis qu'il y a de plus en plus de données sur le lien entre bien-être au travail et performance, sur le fait que la DRH a un rôle sur l'image employeur, la notion d'image employeur aussi. Alors, ça va dépendre des directions, parce que vous avez je pense qu'il faut faire la différence entre les DRH dans une petite PME et une DRH dans un grand groupe, mais je pense que la tendance qui est depuis 2-3 ans d'une DRH très centrée sur l'humain et sur le bien-être des salariés et de l'image employeur, je pense qu'il y a aucune raison que ça change, aucune. Et je pense qu'au contraire, ça va accélérer le mouvement de façon extrêmement forte. Je pense qu'on n'aura jamais autant parlé de bien-être au travail qu'en ce moment. Et le retour au travail va être comment dire, au-delà de l'aspect sanitaire, extrêmement important, et le rôle des DRH va être central, parce que je rebondis sur ce que tu disais, Alexandra, sur la notion de peur. Moi, quelque chose qui me marque quand je fais un petit tour dehors, il y a très peu de monde dans ma rue, mais les gens changent de trottoir. Le danger, c'est l'autre. C'est-à-dire que même croiser quelqu'un, alors que j'ai un masque tout le temps, malgré tout, je représente un danger, alors que preuve est faite que ça se balade pas dans l'air et que si je crache pas au visage de la personne, je ne suis pas un danger. Et pour autant, l'autre, c'est le danger. Donc ça, il va y avoir une situation à gérer et je pense que les DRH vont avoir un grand rôle aussi là-dedans. Alors peut-être un rôle de discussion, d'échanger pour gérer ces peurs-là, mais j'ai aucune idée. Je ne sais pas combien de temps ça prend, Alexandra, pour revenir à une forme de normalité dans la relation à l'autre, même si le corona n'est pas parti. Alors je vais juste compléter sur ce que tu viens de dire sur les RH, parce que je les connais un peu depuis 20 ans. Je pense qu'ils ont vraiment de beaux jours devant eux, et pour deux raisons. Effectivement, toi, tu as abordé le côté plutôt social, QVT, etc., marque employeur. Mais je pense que le vrai enjeu des entreprises demain, c'est de réussir leur transformation. Puisque cette crise va obligatoirement obliger un grand nombre d'entreprises à se réinventer, à se transformer, voire à modifier des métiers. Et potentiellement à modifier des métiers et des compétences en s'appuyant sur ses collaborateurs, sur ceux qui sont présents. Puisque je vois mal les entreprises déployer des plans de recrutement dans les 6 prochains mois. Donc les DRH vont être au cœur des enjeux économiques des entreprises pour les accompagner dans cette transformation. C'était mon avis sur cette question, mais je pense que la fonction RH est une fonction ultra stratégique pour les jours à venir. Christophe, est-ce que tu me permets de répondre à une question sur la différence entre la DRH dans la fonction publique et DRH dans le privé? Il se trouve que je suis en contact avec pas mal de DRH dans le public et qui m'ont dit quelque chose d'extraordinaire. C'est souvent dans le public, les DRH manquent de moyens financiers. Le public en général. Et j'ai un DRH qui est également patron du changement d'une structure de 3000 personnes qui m'a dit, mais Gal, notre plan de transformation qu'on avait prévu sur 2 ans, on a dû le faire en 1 mois. C'est-à-dire qu'il y a des moyens qui ont été débloqués, du fait du confinement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de différence dans le rôle du DRH. Ensuite, bien sûr, il y a une différence de moyens. Et puis, il y a quelqu'un qui parle des TPE. Il n'y a pas forcément une différence de perception de la direction générale. C'est ça qui fait la différence. Tout à fait. Excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais j'avais fini mon petit commentaire. En fait, tout est une question de perception du rôle du DRH au niveau de sa direction générale. Complètement. Non, et puis,
En fait, je dis souvent et j'écris souvent qu'une entreprise ressemble à son patron ou à sa patronne. Et que effectivement, un patron qui en a strictement rien à faire de l'humain, le DRH va vraiment, ou la DRH va vraiment galérer pour faire avancer ses vues. C'est plus complexe. Alors que vous avez, je pense, c'est un grand groupe, mais le patron de Danone, très clairement, je ne suis pas en contact avec le ou la DRH de Danone, mais quand on regarde le discours qu'il tient sur l'humain, j'imagine que les DRH ont des moyens assez importants et assez intéressants. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandra? Oui, mais bien sûr, je pense que les RH vont avoir un rôle vraiment clé et stratégique, et surtout lié au fait que finalement la situation, c'est un formidable révélateur en fait de ce qui préexistait. Ça veut dire que tout ce qui était un petit peu latent devient manifeste, même chez nous, hein, nos besoins, notre fonctionnement, etc. Et donc, ça a des bons côtés, bien sûr, pour le meilleur comme pour le pire, mais c'est difficile de faire des généralités. Mais effectivement, toutes les failles de fonctionnement organisationnel qui étaient un peu latentes vont apparaître peut-être au grand jour. Et c'est le moment, en effet, de se saisir peut-être des sujets qui n'étaient pas encore traités et qui apparaissent au grand jour. Et sur le plan, peut-être, je parlerai plus sur le plan de l'accompagnement par rapport au développement des compétences et du recrutement, qui est une partie, bien sûr, du poste de RH, pas l'ensemble. Je ne suis pas du tout Madame Irma, mais il est tout à fait possible que les gens se posent beaucoup de questions sur leur travail et leur rôle et qu'on assiste peut-être, sans être alarmiste, à des collaborateurs qui soit changent de poste, voilà, soit au sein même de leur organisation souhaitent peut-être modifier une partie de leur activité, voire une partie de leur mode d'organisation, peut-être en travaillant moins. Enfin là, je n'en sais rien, mais en tout cas, on peut peut-être penser que cette crise-là va amener les salariés ou même quelques managers à demander du coup à leur organisation un réaménagement, voire un départ. Et donc, il y aura peut-être des vagues aussi d'arrivée et de départ. Enfin, là, je n'en sais rien, mais on peut faire cette hypothèse-là. Et donc, dans ce cadre-là, bien sûr que là, les RH vont avoir un rôle très important pour éviter aussi les problématiques de dissonance cognitive, qui est un grand risque. C'est quand au travail ou même dans la vie, ce qu'on fait n'est plus du tout en accord avec nos valeurs. Et c'est ça, en fait, qui peut engendrer le fait de se dire, finalement, j'ai envie de faire autre chose ou j'ai envie de faire autrement. Et donc là-dessus, oui, les RH me semblent stratégiques. Il me semble. J'ai une question. Là, on approche un peu de la fin, mais on a parlé des gens qui travaillent confinés, mais qui représentent finalement pas l'ensemble de la population active, puisqu'on a bientôt un salarié sur deux. Chômage partiel. Donc finalement, c'est les laisser pour compte, est-ce que ce ne serait pas eux vis-à-vis de l'entreprise, et comment on va les réintégrer, et comment on communique avec ces salariés qui sont en arrêt total d'activité, et comment on fait que eux n'aient pas une perte totale, alors pas de confiance, mais on parlait de sens, de relations au travail en général. En fait, il y a deux réponses à ta question, Christophe. C'est quand on dit chômage partiel, souvent, ça va être travailler un jour ou deux par semaine. Donc, le lien n'est pas perdu. Mais sur le chômage partiel, et désolé, je vais reparler du management, c'est absolument fondamental pour les managers de donner une perspective à ce chômage partiel, de donner un sens au chômage partiel. Si effectivement, un chômeur partiel n'a aucun lien avec sa hiérarchie ou sa DRH ou son entreprise, il va se sentir complètement perdu, perdre ses repères. Et ces périodes de chômage partiel sont des bonnes périodes pour se projeter dans l'avenir et réfléchir éventuellement à ce qu'on va faire après. Parce que là, on va rentrer vraiment dans la période de qu'est-ce qu'on fait le 11 mai, littéralement. Je vais faire un sondage là bientôt pour savoir quelle est la proportion d'entreprises qui préparent le 11 mai et qui communiquent, parce qu'elles le préparent toutes. Mais on parlait tout à l'heure des ouvriers. Je ne suis pas persuadé que tous les ouvriers soient au courant de qu'est-ce qui va se passer le 11 mai. Je pense que ce besoin d'information, il est essentiel. Il est encore plus fort pour des gens qui se sentent, entre énormes guillemets, exclus du monde de travail de façon temporaire. C'est peut-être ces gens-là qu'il faut informer, enfin peut-être il faut informer ces gens-là au même titre que quelqu'un qui continue à travailler. Ouais. Enfin, tu sais, il n'y a pas que les ouvriers. Je discutais avec ma banque hier. Ils ne savent pas s'ils rouvrent les agences au 11 mai. Donc mais il faut également
savoir dire je ne sais pas. Ouais, Parce que exactement. la période est tellement anxiogène, il y a beaucoup de personnes qui se disent mais est-ce que je vais me faire virer le 11 mai? Ouais. Donc, si on ne sait pas, si on réouvre toutes les agences, il faut dire, voilà, on ne sait pas, mais pour des raisons très factuelles, on ne connaît pas les conditions légales, on ne connaît pas l'état d'avancement, mais ce n'est pas un raisonnement économique. Et le côté anxiogène, il suffit, enfin, moi, je n'ai pas regardé une seule fois BFM, mais j'imagine que ça doit être bien, bien, bien anxiogène. Il faut faire de l'anti-BFM. Littéralement, je ne dis pas qu'il faut être bisounours. Je pense qu'il faut ramener un peu de raison dans tout ça et de rationnel, de cartésien, du concret. Et l'exemple de ta banque est un très très bon exemple. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de l'information descendante pour dire voilà, les étapes de la réflexion, il faut qu'on lève tel point, tel point, tel point, et on n'est pas en train de préparer le prochain plan social. Parce que s'il n'y a pas de communication, très clairement, tous les salariés vont se dire ils préparent le plan social. Ce qui sera le cas de certaines entreprises. Ouais, c'est hyper. Ce que tu dis, Gaël, c'est très juste et ça me fait penser à la justice qu'on appelle informationnelle. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de justice et c'est ça, c'est-à-dire que comment je communique les informations. La temporalité, elle est très importante. Et quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais c'est mieux de le dire que de ne pas le dire et que les gens ruminent, et c'est tout à fait naturel. Et donc, en effet, tout ce qui est justice informationnelle va être vraiment clé, en fait, pour gérer tout ça. Alors j'en profite quand même pour rappeler que les salariés en chômage partiel, les entreprises bénéficient du FNE formation hein, pour former leurs collaborateurs en activité partielle et anticiper ou conforter le développement de leurs compétences, avec une prise en charge à 100% par l'État des coûts pédagogiques. Et une autre petite précision qui a peut-être son importance, Christophe, je pense que tout le monde est au courant, mais étant le béotien de la bande, je le précise, pas besoin d'accord de télétravail pour faire du télétravail. Depuis la dernière loi, un simple échange de mails entre le manager et son salarié permet de faire du télétravail. Donc, il y a une grande souplesse dans la loi maintenant. Donc, c'est encore mieux s'il y a un accord de télétravail, mais les entreprises vont pouvoir s'adapter à cette nouvelle situation sans nécessairement attendre d'avoir un accord de télétravail. C'est l'ordonnance Macron de novembre 2018, c'est ça? Oh, arrête de faire celui qui sait tout. Je pense que c'est celle-là. Tout à fait. Mais je pense que c'est important de dire ça parce que il y a des gens qui nous demandaient, après le 11 mai, que va devenir le télétravail, etc. Bah, déjà, le télétravail, aujourd'hui, il n'existe pas. On est sur un mode de travail confiné. Donc, toutes les entreprises qui n'ont pas effectivement mis en place ce télétravail, et c'est vrai que c'est quand même mieux de le régir par accord d'entreprise, vont pouvoir instaurer une forme de télétravail adaptée à leur entreprise, à leurs collaborateurs, et qui sera régulée et qui sera une nouvelle forme de travail. Aujourd'hui, c'est pas le cas, parce que un télétravailleur a aussi des devoirs envers son employeur. Voilà, aujourd'hui, la relation est pas normalisée. Donc, c'est pas une relation de télétravail. Donc demain, comme effectivement après le 11 mai, il y a beaucoup d'entreprises qui ne rouvriront pas forcément leurs portes à leurs salariés, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a des mesures, qu'il y a des risques forts au niveau des directions d'entreprise, hein, en cas de non-respect des règles sanitaires, hein, on parle de pénal. Hein. Donc il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne voudront pas rouvrir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne rouvriront pas leurs activités, mais qu'ils ne rouvriront pas leurs locaux. Donc le télétravail va pouvoir se mettre en place, mais de façon normalisée. Vous êtes d'accord avec moi ou... Perso, oui, 100%. Mais c'est d'autant plus vrai que beaucoup d'entreprises, comme je disais tout à l'heure, vont faire les salariés vont tourner dans la semaine, donc vont retrouver un lien social en partie et vont bénéficier là pleinement du télétravail, 2 ou 3 jours par semaine avec le bonheur. Alors là, je parle de la région parisienne. Et le nombre de personnes qui vont être extrêmement heureux 2 ou 3 fois par semaine de ne pas se taper 1 à 2 heures de transport. Et c'est là où on va voir véritablement le vrai télétravail choisi, où le lundi, je peux être à la machine à café avec mes collègues, et le mardi, je peux commencer à travailler à 8 heures du matin si j'ai envie, sans prendre les transports. Donc, on va rentrer. J'aime bien ce que tu as dit, Christophe, sur une nouvelle forme de travail. Je pense que, oui, on va réinventer à partir du 11 mai une nouvelle forme de travail. Ça va prendre du temps pour... tout se renormalise d'un point de vue purement économique, très clairement, parce que ça ne va pas repartir comme ça. Mais
ça laissera des traces. Enfin, je sais pas si tout le monde en a conscience, mais ce qu'on est en train de vivre, dans 2 siècles, les gamins sur les bancs de l'école vont apprendre cette période. On est dans une période littéralement historique qui laissera des traces. C'était une belle conclusion, Gaël. C'est là où on reconnaît l'auteur en moi. Et on est tous en train d'apprendre, et c'est ça qui est quand même extraordinaire, pour finir sur une note positive, c'est que dans cette situation d'adaptation maximale, on apprend. On fait des nouvelles connexions, on va se faire de nouveaux schémas, de nouvelles représentations, on va travailler un peu différemment, nos espaces vont être reconfigurés. Donc ça coûte un peu, même beaucoup, mais c'est sûr que ça peut être aussi une incroyable opportunité, dans le bon sens du terme, hein, à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau des organisations, de construire quelque chose de peut-être plus créatif, différent, et en ce sens-là, ça peut aussi être une opportunité si on arrive à bien faire le passage entre la passivité, le fait de subir une situation, et puis l'activité, c'est-à-dire entre la sidération et l'action. Gaël, tu veux rajouter quelque chose pour conclure? Non, je vais laisser le dernier mot à Alexandra, c'était parfait. C'est gentil. Eh ben, je vous remercie pour votre présence ce matin, et puis je souhaite une excellente semaine à tout le monde. Et vous pourrez donc bien évidemment cet après-midi ou demain matin revoir ce sur MyRHline. Merci. Merci Bon à appétit. tous. Merci Salut. à tous. Ciao. Au revoir. Au revoir.